Alors maintenant, je vais te donner toutes les raisons pour lesquelles tu es pauvre. Et oui, mon ami, si tu es pauvre, c'est que tu es forcément un loser. Et il faudrait que je t'éclaire à ce niveau-là pour d'ailleurs te vendre une formation en ligne. Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les raisons pour lesquelles tu es pauvre. Et oui, si tu n'es toujours pas là où tu souhaiterais être, ta situation désirée, c'est qu'il y a forcément des problèmes. On va analyser aujourd'hui quelles sont les raisons. Après avoir étudié plein de parcours d'entrepreneurs, j'ai pu identifier 11 raisons qui justifient le fait que tu ne sois toujours pas dans l'aisance financière. Si tu vois cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu as lu le titre de cette vidéo, sache que lorsque je dis quelles sont les raisons pour lesquelles tu es pauvre, je ne parle pas forcément à toi. Je me parle plus à moi. À toi et à moi, on va dire. Ou bien à nous tous, parce que il y a aussi plusieurs personnes dans ma tête. Et donc, je me parle à moi et peut-être à toi aussi. Car peut-être que tu te retrouveras dans certaines de ces raisons. Donc, premier gros disclaimer dans cette vidéo. Cette vidéo n'est absolument pas préparée. C'est une vidéo où je voulais juste m'asseoir, parler. J'ai décidé de la faire il y a 3 jours, car je suis tous les jours en train de taffer jusqu'à tard le soir. Pas tard le soir parce que je travaille la nuit, mais on va dire je fais près de 10 à 8 heures par jour de travail tous les jours. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que je n'étais pas encore là où je voulais être. Et si tu veux, cette question de pourquoi est-ce que je suis toujours pauvre ou pourquoi est-ce que tu n'es toujours pas là où tu veux être, tu te la poses en réalité tous les jours. Car dans l'entrepreneuriat, on le voit bien, c'est du sport en fait. C'est-à-dire qu'on regarde toujours qui est meilleur que nous, qui est le meilleur, et on se pose toujours la question de savoir pourquoi on n'est pas numéro 1. Au fil du temps, si on est quelqu'un d'un minimum honnête, on connaît les raisons. On connaît les raisons et après le plus difficile c'est d'implémenter toutes des corrections à implémenter du coup pour derrière arriver là où on veut être. Donc, première chose, cette vidéo n'est absolument pas travaillée, c'est une vidéo comme ça, raw, ok ? Donc j'ai pris ma feuille de papier, car oui, moi j'écris encore sur des bouts de papier. Je voulais éminer les raisons. Peut-être que cette vidéo, en fait, elle m'est destinée, je la regarderai peut-être plus tard, dans 1 an, 10 ans, 15 ans, je sais pas. J'espère que peut-être cette vidéo pourra peut-être aussi t'aider. Mais en tout cas, voilà. Faire des vidéos préparées, c'est facile, hein. D'accord ? C'est facile, hein. Dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les raisons pour lesquelles tu es pauvre. J'ai étudié le parcours de 700 entrepreneurs dans le monde et j'ai pu détecter tous les patterns qui les rendaient riches. On va étudier les patterns dans cette vidéo et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi est-ce que tu es pauvre. Donc je reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je pense que la dernière raison est celle qui va le plus t'intéresser. Et en plus de cela, il y aura une surprise pour toi pour changer ta vie. Pour que tu te retrouves là où tu as toujours souhaité être. Pour que une bonne fois pour toutes, sois fier de toi. Pour qu'une bonne fois pour toutes, tu aies la discipline et la motivation pour arriver là où tu veux être. Allez, c'est parti. Voilà, c'est super facile de le faire. J'ai pas envie de le faire. On est sur YouTube, ok. On n'est pas au journal de TF1. Donc, ce genre de vidéo, oui, ça marche. On pourra en faire plusieurs. Mais bon, pour l'instant, j'ai envie de faire une vidéo comme ça, raw. Donc, j'ai pris mes petites notes, les raisons pour lesquelles, en tout cas, moi, je suis toujours pas là où je veux être. Bien, en tout cas, les raisons pour lesquelles, on va dire que je suis toujours pauvre parce que je suis pas multimillionnaire. Et de nos jours, vu la situation actuelle, avoir 1 million d'euros, c'est pas suffisant. Ce n'est clairement pas suffisant de nos jours d'avoir 1 million d'euros en cash. On n'est pas là pour parler de levée bancaire, parler de oui, je suis millionnaire parce que j'ai 4 appartements. Non, moi je parle de cash. Être millionnaire, ce n'est toujours pas suffisant. De nos jours, aujourd'hui, vu que la liberté, la richesse aujourd'hui est vraiment dans la liberté géographique, temporelle, et que tout autour de l'argent, je te dirais, il faudrait 10 millions. Franchement, 10 millions. En tout cas, moi, de mon point de vue, hein, de tout ce que je vois, c'est le strict minimum pour que tu puisses commencer à te sentir, en tout cas, loin de toute la gadoue actuelle du monde occidental. Donc, première raison que j'écris, c'est parler de l'éducation d'un enfant. Donc, la première chose, en tout cas pour moi, qui, je sais, m'a freiné beaucoup, c'est l'éducation de mes parents. Quand je dis l'éducation de mes parents, c'est le fait de ne peut-être pas avoir un modèle. Je n'ai pas eu le réflexe rapide d'avoir un modèle. Et quand je dis réflexe rapide d'avoir un modèle, c'est que moi, j'ai eu un père, par exemple, avec une histoire un peu comme tous les Africains, c'est-à-dire Francis Ngannou, qui a dépassé les frontières de l'Afrique pour se retrouver en Europe. Mon père, c'est pareil, hein. Il est arrivé à Lyon, je viens de Lyon, je suis né à Lyon, d'accord ? Et cette personne, en tout cas pour lui, il estime que l'école l'a sauvé. Il est en résonance totale avec l'école, il a un diplôme, père et professeur agrégé en sciences politiques, j'ai une mère qui est médecin. Donc ces deux personnes ont fait énormément d'écoles, mais on va dire que je ne suis jamais rentré en résonance avec cela. Mon père m'a toujours dit, Thierry, l'école c'est la vie, l'école va te sauver, le seul moyen de réussir c'est l'école. Je n'ai absolument rien contre cela, mais je ne suis jamais rentré en résonance avec cela. C'est-à-dire que à mes 17 ans, 18 ans, lorsque je me rapprochais déjà du bac, je me posais toujours la question de savoir qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Mon père me dit d'aller faire l'école, mon père me dit de continuer de faire l'école, étant donné que j'étais perdu.
étant donné que j'étais perdu, eh bien, derrière, j'étais en train d'écouter mon père aveuglément, mais je me rendais compte vite qu'en fait, que j'étais en train de perdre du temps, quoi. C'est-à-dire que j'avance, je ne sais pas où je vais, et tout ceci m'a fait énormément perdre de temps jusqu'à arriver à un choc émotionnel. Donc, le choc émotionnel, c'est la deuxième chose dont je voulais parler, mais la première chose dont je voulais parler, c'était l'éducation. Si, en tout cas, il faut pas avoir peur d'aller à l'encontre de ses parents. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'encontre de ses parents. Si tu estimes que les choses que tes parents te disent ne sont pas en accord avec toi, ça ne résonne pas dans ta tête, n'aie pas peur d'aller à l'encontre. Tu peux, de nos jours aujourd'hui, trouver quelqu'un qui t'inspire et écouter ce qu'elle a à dire. Trouve la personne qui a la vie que tu souhaites avoir. Il y a 1% de riches dans cette terre. Faut pas venir avec le préjugé que mes parents ont forcément raison. Et ce n'est pas grave, ce sont des humains, d'accord. Chacun a sa vie. Donc, première chose, l'éducation, c'est très important. Il faut avoir une rétrospection, une rétrospection, je pense que c'est ça, sur son éducation. Si je n'entre pas en résonance avec mes parents, poser la question de savoir quelle est la vie que je souhaite avoir, d'accord. Je trouve les personnes qui ont la vie que je souhaite avoir et je m'en inspire. Moi, c'était mon erreur. Mon père ne m'inspirait pas, son discours n'entrait pas en résonance, je suis resté comme ça, je me suis menti à moi-même. Donc là, on va parler de déni plus tard dans cette vidéo. Je me suis menti à moi-même, le temps passé. En plus de ça, j'ai développé des choses, des habitudes qui sont peut-être à l'encontre de la quête financière, dont je vais parler aussi dans cette vidéo. Et ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps, je n'ai pas eu le modèle que je souhaitais avoir. Donc, n'hésitez pas à hésiter à aller à l'encontre de ses parents. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais en plus de cela, il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que peut-être que si de nos jours tu as du mal à aller dans l'aisance financière, ça peut être aussi une autre forme d'éducation, c'est-à-dire le modèle qu'a été tes parents pour toi. Est-ce que tes parents étaient un modèle? Donc on en revient encore au premier point. Est-ce que tes parents étaient un modèle? Est-ce que tes parents ont pu t'inspirer? Est-ce que tes parents ont pu, en tout cas, te montrer un certain exemple? Parce qu'à ce niveau-là, moi, je vais peut-être dire un truc qui est bien, c'est que peut-être que mon père était très accro à l'école, mais mon père était une personne très disciplinée. Il allait jusqu'au bout des choses. C'est quelqu'un qui, je voyais bosser toute la nuit. À cause de lui, j'ai aussi développé ce système de bosser la nuit. Moi, je travaille la nuit. J'ai fait de l'e-commerce, donc ça n'a jamais été difficile pour moi de m'entretenir avec les Chinois, parce qu'avec les Chinois, il y a un décalage horaire, forcément. Ça n'a pas été difficile pour moi. Je voyais mon père travailler énormément devant mes yeux. Donc, ce qui a fait que, au moment où j'ai eu mon choc émotionnel et que j'ai décidé de gagner de l'argent, ça n'a jamais été difficile pour moi de travailler tous les jours. Ça n'a jamais été difficile pour moi de travailler tous les jours. Ça n'a jamais été difficile pour moi d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, de ce que j'ai commencé. Donc, à ce niveau-là, c'est très important aussi. Quand je parle d'éducation aussi, c'est quelle image as-tu de tes parents? Est-ce que tes parents t'ont montré indirectement, ou je ne sais comment, au travers de leurs habitudes quotidiennes, est-ce qu'ils t'ont montré de choses qui, derrière, ont joué dans ton cerveau, des choses que tu as, sans t'en rendre compte, assimilées dans tes habitudes et qui t'ont permis, derrière, d'être riche? Faut te poser cette question. Donc, on en revient encore au premier truc que j'ai dit, d'accord? Si tu te rends compte de tout ceci et que, au final, tu te rends compte que peut-être que les habitudes de mes parents, le lifestyle de mes parents, les dires de mes parents n'entrent pas en résonance, faut s'en détacher et trouver des personnes qui t'inspirent, d'accord? Faut pas hésiter. Une chose que je souhaitais te dire, c'est que dans ta vie, tu prendras les meilleurs conseils des personnes qui ne te connaissent pas. Tu prendras les meilleurs conseils des personnes qui ne te connaissent pas, parce que le truc avec les parents, c'est que les parents et les amis sont indirectement liés émotionnellement à ta situation. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'ils te donnent des conseils, c'est des conseils qui ne sont pas très objectifs parce qu'ils sont liés émotionnellement parlant. Les parents souhaitent le meilleur pour toi, ils souhaitent te protéger peut-être, ce qui fait qu'en fait, leur avis peut être biaisé, car ils te diront toujours ce qui, dans leur tête, renforcera le biais de « je veux protéger mon enfant ». Ce qui n'est peut-être pas bien pour toi, car dans ces vidéos, je pense que cette vidéo va beaucoup tourner autour du déni, de l'objectivité, du pragmatisme et de faire face à la vérité. Et en tout cas, c'est quelque chose de très important. Et pour que tu te retrouves dans des situations où tu as toujours en face de toi la vérité, la réalité des choses, tu peux demander conseil, tu peux t'inspirer de personnes que tu ne connais absolument pas. D'accord? Donc toujours demander conseil à des personnes qui ne te connaissent pas, prendre exemple, s'inspirer de personnes que tu ne connais pas et qui t'inspirent. Donc c'est de ça dont je voulais parler en disant éducation. Je voulais aussi parler de discipline, par exemple. On voit aussi, la discipline, c'est quelque chose de très important pour être riche. Moi, la discipline, c'est quelque chose que je n'ai pas comme problème. Mais je sais que la discipline est un problème qui touche beaucoup de personnes qui souhaitent atteindre leur objectif. Et quand je dis atteindre leur objectif, je parle pas forcément d'objectif d'aisance financière, mais je parle d'objectif tout court. La discipline, moi, j'estime que cela vient beaucoup de l'éducation, encore une fois, des actions de tes parents dans ta jeunesse, et derrière aussi du choc émotionnel. Toute personne qui est en quête d'aisance financière
En tout cas, je parle de l'entrepreneur normal, hein, parce que les entrepreneurs ultra génies, là, comme le mec qui a créé l'Ethereum, c'est des cas à part. Moi, je parle de 85% de la population entrepreneuriale. Toutes ces personnes ont eu au bout d'un moment un choc émotionnel. Et quand je parle de choc émotionnel, c'est-à-dire que ils se sont retrouvés au bout d'un moment dans leur vie face à une situation où ils se sont dit ça ne peut plus continuer comme ça. Et je parle d'un vrai choc émotionnel. Je ne parle pas d'un petit choc émotionnel qui, au bout de 3 jours, lorsque tu entreprends quelque chose, tu as tout oublié. Je te parle d'un vrai choc émotionnel. Si tu as eu le vrai choc émotionnel, arriver à tes fins est une formalité. Et à ce moment-là, la discipline n'est pas un problème. La discipline n'est pas un problème. Alors oui, ta discipline peut être biaisée si, dans le fond, tu n'as pas eu l'environnement qui t'entourait, qui te permettait de toi développer une bonne discipline. Je parle peut-être de tes parents, je parle peut-être de tes amis, je parle peut-être de tes fréquentations. La discipline est quelque chose d'ultra important, mais la discipline, en réalité, n'est pas vraiment un sujet. Si tu as eu ce véritable choc émotionnel dans ta vie, si tu as eu des parents qui t'ont montré quand même de bonnes habitudes intrinsèquement liées à la discipline ou bien indirectement liées à la discipline, si tu as toujours su t'entourer des bonnes personnes, la discipline en soi n'est pas quelque chose n'est pas vraiment un débat, d'accord? Mais tout ceci, en tout cas, est lié au mindset. La discipline est quelque chose d'important. Et en tout cas, si tu manques de discipline, lorsque peut-être que tu n'as pas eu ce choc émotionnel, il faut que tu développes de petites habitudes, de bonnes petites habitudes qui derrière permettront de développer ta capacité à avoir de la bonne discipline. Donc éducation, faire attention, se poser la question de est-ce que finalement je rentre en résonance avec ce que mes parents me disent, d'accord? Oui, non, je ne sais pas. Les habitudes de mes parents, est-ce qu'elles ont été les bonnes pour moi? D'ailleurs, je ne sais pas. Sinon, trouver peut-être des personnes qui m'inspirent. Toujours prendre le conseil de personnes objectives que je ne connais pas. Pour ça que c'est important derrière de s'inspirer de personnes que nous ne connaissons pas et qui ne connaissent pas. D'accord? Aller sur Internet, regarder la vie de personnes qui nous stimulent et regarder comment elles sont faites pour arriver à leur fin. Prendre en considération tout ceci. Encore une fois, cette vidéo n'est pas préparée, donc là, j'y vais comme ça, j'essaie de balancer tout ce qui sort dans ma tête vis-à-vis de ma situation, de mon retour d'expérience, d'accord? Moi, quand je te parle que mon père est quelque chose qui ne m'inspirait pas, je vois des gens sur Internet qui m'inspirent tous les jours et que je regarde tous les jours, j'essaie de regarder, je regarde leur chaîne YouTube, je vais jusqu'à 15 ans, je rentre jusqu'à leurs premières vidéos pour voir comment ils ont commencé, comment est-ce qu'ils se sont battus, comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver une situation pour tel problème, ainsi de suite. Donc ça, c'est super important. Il y a aussi, je voulais aussi parler de l'école. Moi, je sais que l'école est quelque chose qui, malheureusement, ne m'a pas vraiment aidé pour arriver en aisance financière. L'école, c'est deux choses. Je ne suis pas d'accord avec toutes les personnes qui disent que l'école est quelque chose de outdated, l'école est quelque chose qui nous rend esclaves, l'école est quelque chose de manipulé, l'école est quelque chose de je ne sais quoi. L'école, c'est le grand méchant loup. Alors oui, l'école est l'un des meilleurs produits de tous les temps de la société occidentale avec la religion, à mon sens. L'école, la religion, pour moi, tout ça, c'est des produits. Tout ça, ce n'est que des produits pour, intrinsèquement, manipuler les populations, je ne sais pas, mais en tout cas, pour en tout cas, impacter, influencer tous les jours le cerveau des personnes. Pour moi, déjà, ça, ok. Mais il faut aussi se dire que derrière, l'école, ça aide beaucoup de personnes. Les personnes qui veulent entreprendre, les personnes qui veulent prendre des décisions pour elles-mêmes, les personnes qui veulent changer d'elles-mêmes, ce n'est pas 100% de la population humaine. Donc, derrière, l'école est quelque chose de bien parce que pour moi, en tout cas, j'estime que 80% des personnes ont envie d'avoir une vie très simple. Quand je parle de vie très simple, je parle en fait, il y a des personnes qui réfléchissent en mode, oh, moi, j'ai juste une petite maison, j'ai juste un petit appartement, j'ai pas envie de me casser la tête. Ce président, il fait déjà tout pour nous, voilà, c'est bien et tout, ainsi de suite. Voilà. Il y a des personnes qui réfléchissent comme ça. Et les personnes qui sont en mode, je veux me sentir libre, je veux dépendre de moi, je veux prendre des risques, je suis en guerre avec moi-même, je suis en guerre avec les autres, il y en a très peu. Si tu n'entres pas en résonance avec le système scolaire, alors ok, vas-y, pars, mais il ne faut pas crier, il ne faut pas jeter la pierre sur l'école. L'école est quelque chose de très important. Mais hormis cela, l'école pour moi, c'est deux choses. L'école m'a permis, pour moi en tout cas, j'estime que l'école est quelque chose de très bien, qu'à l'école, tu apprends à t'exprimer, l'école développe quand même tes compétences sociales, tu es autour de personnes, tu networks avec les personnes. Si tu veux atteindre l'aisance financière, le networking est quelque chose de primordial, ultra primordial. L'école, c'est quelque chose d'important à ce niveau-là. C'est pour ça peut-être que les riches mettent leurs enfants dans les meilleures écoles pour déjà les mettre dans une situation de networking dès le plus jeune âge. Et en plus de ça, l'école te permet d'avoir une bonne éloquence, une bonne élocution, de savoir t'exprimer, d'avoir un minimum de richesse culturelle. L'école te donne tout ça. Et même si derrière, intrinsèquement, tu n'as pas
tu as peut-être arrêté l'école trop tôt pour aller faire d'autres choses. Pour le peu déjà que tu aies pu faire à l'école, tu te rendras compte plus tard que cela te servira. Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube d'entrepreneurs, peu importe l'âge, qui viennent nous dire « Alors aujourd'hui, je suis devenu viral sur YouTube parce que j'ai développé un système en 4 étapes. Problème, solution, alors symptômes, je sais pas quoi, amener le sujet, problème, solution, conclusion, produit. » Mais mon ami, si tu es allé à l'école et que tu as fait des cours de français, des cours de littérature française, des cours de... Ouais, c'est ça, littérature française, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Tu l'apprends à l'école. Amener le sujet, poser le problème, développement, conclusion. On l'apprend en littérature, on l'apprend... Il y a un cours de français où on apprend à rédiger des textes, je ne sais plus quoi. Tout ça, tu l'apprends à l'école. Donc, moi, ça me dérange beaucoup quand je vois sur YouTube des personnes qui viennent nous dire qu'ils ont changé le monde, qu'ils ont développé des systèmes, alors que tout ça, c'est à l'école. Tout ça, c'est à l'école. Tout ça, tu l'apprends à l'école. Alors oui, peut-être que la manière dont on enseigne à l'école n'est peut-être pas la bonne parce que ça nous rend zombies. Peut-être qu'ils ont un problème pour nous divertir en quelque sorte. Ils ont peut-être un problème pour entrer en résonance avec nous. Mais je suis désolé, la plupart des choses qu'on voit sur Internet, là, les mecs qui nous sortent des programmes incroyables. Oui, pour vendre ceci, cela, tu dois faire ceci en 4 étapes. Oui, tout ça, c'est à l'école. Tout ça, c'est à l'école. Donc déjà, de un, l'école, c'est quelque chose d'important. Mais là où moi, j'estime que l'école a été un problème pour moi, c'est dans la deuxième partie, c'est que pour moi, l'école a fait en sorte que je réfléchisse un peu trop. En allant à l'école, tu développes ton intellect. En allant à l'école, tu apprends beaucoup de choses. En allant à l'école, il y a le système généraliste, en tout cas en France, le système généraliste, qui fait qu'on t'apprend plein de choses qui ne servent à rien. Toutes ces choses qu'on t'apprend, toutes ces choses qui en réalité montrent juste que tu as une bonne mémoire, peut être en réalité contre-productif, car cela développe pas mal ta passivité dans l'action, d'accord? Ce qui peut être un frein lorsque tu entreprends. Parce que pour entreprendre, derrière, il faut que tu aies une capacité à vite passer à l'action. Il faut que tu aies une capacité à ne pas trop vite réfléchir, que tu aies une capacité à vite prendre des décisions, à vite les mettre en place. Et ça c'est un problème qu'à l'école. À l'école, on est tout le temps en train de faire des choses, à réfléchir, à apprendre de nouvelles choses qui ne servent à rien, à trop réfléchir avant de passer à l'action. Et ça fait que au bout d'un moment, quand tu arrives dans la vraie vie, que tu dois passer à l'action pour devenir riche, tu te poses d'abord 15 000 questions. Tu te poses 15 000 questions. Je te donne un exemple. Moi, j'ai une agence, d'accord? Dans une agence, il y a des trucs marketing à faire, comme une vaisselle. Une vaisselle, c'est une vidéo marketing que tu dois mettre en place dans ton funnel d'acquisition pour vendre à des clients. À cause de l'école, quand moi je fais ma vaisselle, j'essaie de la faire au mieux. Donc je vais revenir comme ça avec tous les habitudes que j'ai développées à l'école. Alors, il faut que je l'écrive de cette manière, avec un texte de cette manière. Il faut que je sois un peu trop scolaire. Oh non, pas trop scolaire. Il y a plein de trucs il y a plein de trucs que je revois lorsque j'écris ma vaisselle, alors que je vois derrière des entrepreneurs qui, lorsqu'ils font leur vaisselle, c'est droit au but. C'est droit au but. Ils racontent leurs problèmes, ils racontent la réalité des choses, la vaisselle n'est pas trop longue, et ils la balancent. Moi, la vaisselle, chaque fois que j'écris une vaisselle, chaque fois que j'écris des sites internet en e-commerce, parce que j'ai aussi fait de l'e-commerce, j'écrivais des pavés. Je développais, j'écrivais des trucs qui en réalité ne servaient à rien, parce que je l'ai fait à l'école. Donc, c'est un problème que moi j'ai avec l'école. C'est le seul problème que j'ai avec l'école. Le reste, moi, j'ai absolument aucun problème avec l'école. C'est que l'école, à force de trop développer ton intellect, à force de trop développer ton intellect, eh bien, au bout d'un moment, lorsque tu es dans la vraie vie, qu'il faut faire des actions, qu'il faut mettre des actions en place dans ton business, eh bien, ça peut te créer un frein. Je te donne encore un autre exemple. J'ai fait de l'e-commerce, j'ai pris des formations de dropshipping et j'ai pris la formation du numéro 1 en France. Et dans sa formation, il montrait des exemples. Il montrait un exemple de produit qu'il avait réussi à scaler. C'était un lisseur de cheveux. Et moi, j'avais un perfectionnisme à cause de l'école, encore une fois, à toujours bien vouloir faire, avoir une belle écriture, bien développer mon texte, avoir une feuille bien remplie. J'avais toujours du coup, ces habitudes-là qui, en réalité, sont peut-être bien pour d'autres domaines, mais pour le business, absolument pas. Et lui, il arrivait, il nous montrait un site internet qu'il avait fait et il nous disait que déjà, son site internet était trop bien fait. Moi, j'étais en mode, mais ça, c'est bien fait, ça, c'est bricolé. C'est bricolé. Et du coup, avec ce site internet, que moi j'estimais en tout cas était très basique, il faisait beaucoup d'argent. Il avait fait 18 000 euros en 3 semaines, je sais plus, un truc comme ça. Et moi, derrière, j'étais en train de me dire, mais punaise, moi je fais un site internet, j'écris plein de choses, je développe plein de trucs, j'essaie de faire des trucs très cohérents. Au final, le mec, lui, il a fait son site en 1 semaine, il a balancé son site, il a lancé ses publicités, il a fait de l'argent. Moi, après 1 semaine, je suis toujours en train d'écrire des choses dans mon site internet. Quand est-ce que je lance mon site internet pour faire de l'argent? Donc tous ces trucs comme ça, là, moi, je sais que ça a été à cause de l'école que j'ai développé ceci. Le perfectionnisme, procédé scolaire, trop réfléchir, je sais que ça a été à cause de l'école. Ce manque de pragmatisme que j'avais. Donc, je sais que ça
C'est ce que je voulais parler. C'est ce dont je voulais parler, excusez-moi, lorsque je parle de l'école. Ok, deuxième raison que j'ai écrit, parler de scalabilité d'un business, le choix du business et la marge. Donc, quand je parle de choix du business, je parle surtout de la santé. Peu importe ton business, si tu es un entrepreneur, ta santé va en prendre un gros coup. Donc, le choix du business est ultra important. Moi, j'ai fait du drop 4 ans. Ça m'a détruit, d'accord? Pour quel résultat? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Des marges ridicules. Derrière, dire quoi à mes amis? Ouais, à mes amis, je sais pas, à mes proches. Ouais, Thierry, tu fais quoi dans la vie? Bon, je sais pas, je fais du drop. Ok, bon, j'ai quand même eu 2 marques d'e-commerce. J'en ai quand même eu deux. J'en ai quand même deux. Mais bon, l'outcome, c'est quoi? Je sais pas. En tout cas, c'est super important que tu choisisses minutieusement ton business, car il faut que tu prennes cela en considération. Ta santé va en prendre un coup, un gros coup. À des moments peut-être, tu devras faire des sacrifices, tu devras réduire tes choix dans ton lifestyle, tu devras réduire tout cela. Moi, j'estime que le but de la vie, ce n'est pas d'être un esclave de son business, le but de la vie, ce n'est même pas en soi de faire de l'argent. Mais bon, de nos jours, vu qu'on est dans une grande prison dorée, il serait quand même bien d'être riche le plus vite possible. Mais crois-moi, la santé, c'est la chose la plus importante de la vie, mais on ne s'en rend jamais compte jusqu'au jour où on tombe malade, de surménage ou de je ne sais quoi. Donc le choix du business, je voulais surtout parler de santé, déjà de un dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le choix du business, je voulais surtout parler aussi de scalabilité. Si le business que tu as choisi n'est pas scalable, la seule raison pour laquelle tu devrais continuer ce business, c'est pour derrière vendre un truc qui est un peu plus scalable, comme une formation, ou un truc du genre. Une formation, ou bien derrière une sorte de SaaS, monétiser une sorte de logiciel backé à ta formation, quelque chose du genre. Si tu n'es pas dans l'un des deux cas, c'est-à-dire soit vendre derrière une formation qui est scalable, ou bien vendre un autre modèle de business scalable, mais qui derrière se tient grâce à ton business, arrête. La scalabilité, c'est la chose qui te permettra d'être riche. Et en plus de ça, quand je parle de scalabilité, il est aussi important de savoir quel genre d'entrepreneur tu es. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des business d'agence. L'agence, c'est pas si facile à scaler si tu ne sais pas être un bon manager. Parce que l'agence, c'est quoi? C'est trouver des équipes, c'est savoir quel est le moment où j'ai un peu trop de personnel dans mon équipe, c'est savoir trouver des talents, c'est savoir comment créer une cohésion entre toutes ces personnes, tout en protégeant ma marge. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont du mal à ce niveau-là. Donc, il faut être sûr de ce que tu fais. Si tu n'es pas très bon manager, tu n'es pas très bon à choisir les personnes pour ton équipe, et en plus de ça, le faire rapidement, parce que on va en parler aussi plus tard, la rapidité, c'est quelque chose de très important dans ton business, il faudrait peut-être que tu revoies cela. Il y a d'autres business où tu as besoin peut-être de moins d'humains, d'accord? On peut prendre l'exemple, je sais pas, entre de l'e-commerce et le business d'agence, peut-être. Avec de l'e-commerce, tu as peut-être besoin de moins d'humains pour scaler ton business. Et un business d'e-commerce est ultra scalable parce que tu peux dépasser les frontières de ton pays. L'agence, c'est beaucoup d'humains. Donc, il faut être sûr j'ai choisi le business d'agence, je saurai le scaler parce que je saurai déjà de me tirer de bonnes marges, et les marges vont être énormément corrélées au nombre de personnes qui sont dans tes équipes. Tout ça, il faut le prendre en considération. Savoir s'exprimer. Moi, c'est un gros problème que j'ai actuellement. En tout cas, que j'essaie de corriger tous les jours. Je suis quelqu'un qui est très direct. Je ne sais pas souvent mettre les formes. J'ai eu beaucoup de problèmes dans le passé avec les personnes avec qui m'entouraient, d'accord? Cela a créé de la friction dans mes relations avec ces personnes, personnellement comme professionnellement parlant. Donc, première chose, vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des équipes, tu dois toujours mettre dans ta tête que c'est toujours de ta faute. S'il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'est toujours de ta faute. S'il y a des équipes qui n'ont pas délivré, pose-toi la question de pourquoi ces personnes n'ont pas délivré de par ma faute. Qu'est-ce que je n'ai pas mis en place pour que ces personnes ne puissent pas délivrer correctement? Est-ce que je les ai bien payées? Est-ce que le système que j'ai mis en place a été bon? Est-ce que j'ai su bien m'exprimer? Est-ce que j'ai su bien me faire comprendre? Il faut se poser toutes ces questions. Mais en se disant en tout cas toujours que tout ceci est de ma faute. Savoir s'exprimer pour avoir une bonne équipe, pour bien gérer du social dans son agence. Si en tout cas tu es dans un business où tu auras besoin de beaucoup d'humains pour savoir le scaler. Donc ça, il faut savoir quel est ton profil d'entrepreneur. Le profil d'entrepreneur, c'est ultra important à savoir pour savoir si je pourrais scaler mon business, d'accord? Les business type, je ne sais pas moi, restauration, c'est des business affreux à scaler. C'est affreux à scaler, c'est-à-dire que j'ai un business restauration à Paris, j'aimerais le scaler à Lyon, il va falloir quoi? De nouvelles main-d'œuvre, de nouveaux locaux, ainsi de suite. Au final, pour qu'à la fin de chaque mois, être light sur mes marges, c'est affreux. Donc, choix du business, important. Est-ce qu'il est scalable? Savoir quel est son type de profil en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je peux gérer des équipes? Est-ce que je sais m'exprimer? Est-ce que je suis un bon leader? Est-ce que je suis une bonne personne
organisationnel, c'est-à-dire en rapport avec mes équipes, voilà, et aussi les marges. Il faut faire attention aux marges. Moi, j'ai fait de l'e-commerce, d'accord? L'e-commerce, c'est bien, c'est très scalable, mais au niveau des marges, c'est compliqué. Si tu dépends beaucoup de la publicité, c'est compliqué. Donc, quand tu choisis ton business, il faut le faire à tête froide, pas avec les sentiments. Il faut analyser plein de business, savoir quels sont les business que je devrais faire. Ensuite, regarder scalabilité, la marge, profil que je suis en tant qu'entrepreneur, toutes ces raisons-là pour savoir si le choix de mon business est le bon. Parce que peu importe ton business, je te l'ai dit, ta santé va en prendre un coup. Donc, super important à ce niveau-là. Et quand je parle de marge, il faut que tu prennes le maximum d'informations sur le business que tu fais ou bien que tu as choisi pour savoir si tu peux véritablement faire des marges. Pourquoi se casser la tête à faire un business qui a pas énormément de marge quand il y en a plein d'autres derrière? Je ne te dis pas d'arrêter ton business du jour au lendemain pour aller chercher un autre business qui fait suffisamment des marges. Mais si tu, en tout cas, n'as pas commencé à ce niveau-là, choisis bien ton business, choisis bien la marge, d'accord? Si derrière tu es dans un business que tu as déjà choisi, que tu as des problèmes de marge, il faudrait peut-être repenser ton modèle. Repenser ton modèle. Est-ce que ma marge part à cause de mes équipes? Est-ce que ma marge part à cause de la publicité? Est-ce que ma marge part à cause de problèmes de scalabilité? Et repenser le modèle. Si par exemple j'ai un business qui est trop backup sur la publicité, il faut que je mette en place une stratégie de contenu organique pour un peu sauver mes marges. Si mon business, la marge est détruite à cause du personnel que j'ai, comment est-ce que je peux retravailler mon personnel? Comment est-ce que je peux retravailler mes équipes pour avoir le moins de personnes pour scaler plus mon business? Donc, super important. Ensuite, j'ai écrit parler de rapidité. Donc la rapidité, on va beaucoup se répéter dans cette vidéo parce que tout est lié. La rapidité, déjà de 1, j'en ai parlé indirectement par rapport à l'école. Quand je disais qu'à cause de l'école, j'ai trop développé cet intellect, cette habitude à trop réfléchir. Et donc du coup, avant de me lancer à mettre en place des actions, la rapidité, c'est super important. Dans le business, c'est pas les personnes, c'est pas être le plus intelligent. Donc, je me répète encore vis-à-vis de l'école. Mais le business, ce n'est pas être le plus intelligent. Le business, c'est je fais quelque chose, je corrige le tir rapidement. Je détecte les erreurs, je corrige. Je détecte une erreur, je corrige. Et je le fais très, 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 très rapidement. En plus de ça, donc tu dois être super rapide dans tout ce que tu fais. Tu dois ne pas trop réfléchir dans tout ce que tu fais. Un minimum de réflexion, bien évidemment. Mais voilà, il n'y a pas à réfléchir des tonnes, d'accord? Tu as besoin du minimum pour te lancer. Tu n'as pas besoin d'énormément de choses. Moi, j'ai créé une chaîne YouTube. Je n'ai pas encore de caméra professionnelle. Ça ne me sert à rien pour l'instant. Je vais l'acheter plus tard, mais il faudra l'acheter. Après, il faudra apprendre comment le faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ceci, c'est bien, mais c'est lent. C'est lent. C'est ultra lent. Donc la rapidité est quelque chose d'ultra important. On dit que l'argent aime la rapidité aime l'argent. Donc si tu n'es pas rapide dans ton business, ça va être très compliqué. Tu dois être rapide. Est-ce que j'en fais suffisamment? Est-ce que je suis suffisamment rapide? D'autant plus que si tu te lances, tu n'es pas le numéro 1. Dis-toi que le numéro 1, lui, il a déjà plein d'équipes. Et qu'on ne vienne pas me dire que oui, ne te regarde pas le numéro 1 parce qu'il a déjà plein d'équipes, nanana. C'est la compétition, mon gars. C'est la compétition. Avec tes moyens, essaie déjà d'être rapide. Et quand tu auras plus de moyens, sois encore plus rapide. Il faut enlever, il y a un biais. Moi, je l'ai par rapport avec mes clients. On a des clients qui, quand on les contacte, viennent nous dire dans leurs objections, oui, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je fais ce business, donc j'en sais peut-être un peu plus que toi. J'en ai rien à faire. Il ne faut pas se dire à ses clients, par exemple, et c'est là que je parle de rapidité, je parle en fait il faut regarder le numéro 1 et voir ce qu'il fait. Ce n'est pas parce que le mec est là depuis 15 ans qu'il en a peut-être appris plus que toi, peut-être qu'il en apprend plus que toi. Si le mec est là depuis 15 ans et qu'au final il n'est toujours pas à la situation désirée, c'est qu'il déjà de 1, il s'est peut-être pas remis en question, peut-être qu'il n'a pas absolument le bon modèle, et que si toi derrière tu as mis en place les bonnes actions, tu ne t'es pas dit ce mec-là, ça fait 15 ans qu'il est là, ce mec-là est numéro 1, alors peut-être qu'il a plus de choses à m'apprendre. Si toi, tu as peut-être mis en place les bonnes actions rapidement et que tu as finalement dépassé cette personne, tu te rends compte que la rapidité n'est pas quelque chose qui est lié au temps. Quand je parle de temps, je parle de légitimité. Le fait d'avoir été là 15 ans. C'est pour ça que je veux dire, je ne sais pas ce que je raconte là, mais c'est là que je voulais en parler. C'est que je voulais dire que se dire, le numéro 1, il fait ceci, le numéro 1, il fait cela, il faut que je prenne mon temps. En tout cas, écoutez les personnes qui disent, fais attention, le numéro 1 fait ceci. Non, mais tu comprends que le numéro 1, ça fait longtemps qu'il fait cela. Si tu penses comme ça, tu vas pas aller loin, d'accord? Tu dois te dire comment est-ce que je peux faire pour dépasser le numéro 1. Alors oui, je comprends que lorsqu'on commence le business, il faut passer de niche en niche, mais tu peux le faire rapidement et de manière effective, d'accord? Donc tu n'as pas les moyens du numéro 1, ok? Tu regardes quelles sont les choses importantes à implémenter dans ton business maintenant, tu les implémentes et petit à petit, lorsque tu auras plus de moyens, et ben du coup, à ce niveau-là, tu devras peut-être un numéro 1. Mais dans tous les cas, la rapidité est quelque chose d'ultra important. Je répète, cette vidéo n'est pas préparée. Donc ne m'envoyez pas
si je divague un peu. Mais la rapidité est quelque chose d'ultra important. Il faut savoir mettre des choses en place rapidement. D'accord? Donc, ne pas trop réfléchir, mettre les choses en place rapidement. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai écrit parler d'action et de connaissances. Voilà, donc parler d'action et de connaissances, je voulais prendre un cas. Moi, je vais donner des noms dans cette vidéo, c'est pas grave. Je vais prendre le cas de Alain Soral et le cas de Andrew Tate. En prenant ces deux personnes-là, il y a ces deux personnes qui sont dans la même situation. Quand je parle de même situation, c'est que, voilà, un peu matraqué par le système, je ne saurais que dire par, en tout cas, le narratif des médias, d'accord? Ils disent des choses qui dérangent les personnes, ou bien ces choses qui disent dérangent peut-être certaines personnes qui sont derrière certaines personnes qui ont de l'influence. Peu importe. Quand on analyse ces deux mecs-là ont un profil assez similaire. Ces deux mecs qui ont un minimum de bagou, qui se débrouillent dans la vie, qui comprennent les choses, qui derrière font du sport, c'est des mecs qui vivent la vie, d'accord. Cependant, il y a le premier qui lit énormément de livres, qui est très intellect. Il lit énormément de livres, il est très intellectuel, il est très, il en sait beaucoup. Et tu as le deuxième, l'américain Andrew Tate, qui lui, ok, il comprend pas mal de choses, mais il est beaucoup dans l'action. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on a deux personnes qui, lui, passent son temps à lire des livres, passe son temps à comprendre des choses, passe son temps à comprendre des systèmes. On a l'autre qui, lui, tout le temps met en place des actions. Au final, quand on regarde les deux, celui qui est riche, c'est Andrew Tate, c'est pas Alain Soral. Alain Soral est peut-être riche parce qu'il écrit des livres, mais écrire des livres, comprendre le temps, passer son temps à lire, tout ceci est lent, et tu mets forcément moins d'actions en place que Andrew Tate qui, lui, ne va peut-être pas lire, mais va comprendre le monde en mettant en place des actions, va comprendre les choses parce qu'il aura mis en place des actions. Cet exemple est peut-être assez bateau, mais ce que j'essaie de dire, c'est que dans le fond, on a deux profils différents. On a le premier profil qui, lui, est très dans la lecture, comprendre les choses, écrire des articles, ainsi de suite, et j'en passe, et que, au final, monétise moins que le deuxième, qui, lui, est plus dans je mets en place des actions, je ne lis pas, je ne me documente pas, je ne fais pas ceci, mais en mettant en place des actions, d'accord, sur le terrain, j'apprends des choses. Donc peut-être que Alain Soral a bien plus de connaissances que Andrew Tate, peut-être, mais cette vidéo, on parle d'aisance financière. Peut-être qu'il a plus de connaissances qu'Andrew Tate, mais c'est Andrew Tate qui a le plus d'argent parce que c'est Andrew Tate qui met en place le plus d'actions. Donc on parle d'aisance financière, on ne parle pas de oui, qu'est-ce que la richesse. Moi, je parle d'aisance financière dans cette vidéo. Donc ne me prenez pas de cours. Après, j'ai mis, qu'est-ce que j'écris dans mon bout de papier? Donc j'ai écrit parler de l'impact de ses parents. J'en ai déjà parlé, par prendre l'exemple, écoutez, ça j'en ai déjà parlé. Après j'écris le déni. Donc le déni. Le déni est quelque chose d'ultra important. En réalité, toutes ces vidéos devraient être portées sur le déni. Il est ultra important. Si tu n'as pas atteint ta situation désirée, il est ultra important de se remettre en question. Toujours se remettre en question. Qu'est-ce que je fais de mal? L'entrepreneuriat est un sport, donc intrinsèquement, on regarde toujours les numéros 1. Donc tu ne peux pas me dire qu'en regardant le numéro 1, tu ne te poses pas la question tous les jours de te demander qu'est-ce que ce mec fait mieux que moi? Donc il faut se poser la question qu'est-ce qu'il fait mieux que moi? Qu'est-ce que je fais pas bien dans mon business? Et ensuite derrière très vite l'implémenter. Et ça c'est très compliqué. Donc autant le faire très vite pour vite corriger les erreurs. Donc on parle encore de rapidité, il faut vite implémenter pour vite corriger les erreurs, mais avant de parler de rapidité, il faut corriger le problème de déni. Tu ne peux pas te permettre tous les jours de finir une journée de travail et te dire « bon, j'espère que ça va marcher ». Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te sauver si ce n'est que toi-même. Donc, c'est pour ça que développer sa capacité à faire face au déni est quelque chose d'ultra important. Lorsque je regarde mon business à la fin de chaque semaine, je me dis qu'est-ce qui ne va pas. Il faut que j'identifie chaque fois les choses qui ne vont pas et que derrière, je corrige cela de manière rapide. Et je me répète encore dans cette vidéo, comme je l'ai dit en début de vidéo, prends l'avis des personnes qui ne te connaissent pas. Prends l'avis des personnes qui n'en ont que faire de toi. C'est super important. Le déni est quelque chose d'important. Quand je vois des vidéos où on voit des femmes qui, entre elles, se soutiennent, qui entre elles se disent des choses pour réconforter l'autre, ce n'est pas quelque chose que tu peux te permettre de faire dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, si tu ne performes pas, tu es à la ramasse, tu deviens SDF, tu peux plus payer ton loyer. Donc tu ne peux pas te permettre d'être dans le déni. Parce que être dans le déni pour ne pas avoir de résultats, c'est un loyer qui n'est pas payé, c'est je dors à la rue, c'est je retourne dans un travail, c'est des trucs comme ça.
Donc le déni, c'est super important. Il faut toujours être prêt à faire face à la vérité. Qu'est-ce que je fais de mal? Tout ceci est ultra important. Le déni. Le déni, je ne saurais... Qu'est-ce que je peux dire par rapport au déni? Je pourrais te donner un exemple pour le déni. Par exemple, moi, j'ai fait de l'e-commerce. En ayant fait de l'e-commerce, je voyais le numéro 1, d'accord, en dropshipping qui, lui, derrière, faisait de l'e-commerce. Ensuite, a lancé une formation. Il a développé tout un système. Je le voyais faire. Moi, je n'étais que à la phase, je fais de l'e-commerce. Je le voyais faire. Je me disais, oh là là, putain, il fait des choses en place. Oh, j'ai pas envie de les faire. C'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. C'est pas très éthique et j'en passe. Je le voyais faire. Je le voyais gagner plus d'argent alors que derrière, j'avais des potes qui me disaient de le faire. Qu'est-ce que moi, je me disais dans ma tête? Je me disais, oh non, écoute, c'est pas grave. Je suis sûr que je peux réussir juste en faisant de l'e-commerce sans pour autant développer une sorte de marque personnelle. C'est du déni. Alors que tous les jours, je regardais exactement ce système. Tous les jours, je voyais exactement ce qu'il pouvait faire. Tous les jours, j'aurais pu le mettre en place. Mais moi, j'étais à chaque fin de journée, oh non, j'ai pas envie de le faire. Oh non, de toute façon, avec l'e-commerce, si je réussis à mieux le faire, ça marchera. Non. Donc le déni, c'est aussi quelque chose qui est lié à de l'arrogance. Le déni, c'est aussi quelque chose qui est lié à de la peur. Donc, 1, faire face au déni, toujours faire face à la vérité. 2, il faut vaincre ses peurs. Et 3, il faut être un minimum humble. C'est-à-dire que le mec, ok, que je voyais, lui, il mettait en place des systèmes qui marchaient. Et moi, me dire que d'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre en place ces systèmes, alors je voyais forcément que le mec faisait de l'argent avec. J'aurais dû me dire, bon, il faut que j'arrête de dire que je vais forcément faire de l'argent à tout prix avec l'e-commerce. Je vois que ce système marche. Il faut que je mette mon ego de côté et que je réduplique d'une certaine manière. Donc, le déni, la peur et le déni, l'humilité et la peur sont quelque chose qui sont liés. Vaincre ses peurs, faire face à la vérité et ensuite de cela, ne pas être arrogant, être un minimum humble. Si je vois des choses qui fonctionnent, je les mets en place sans trop réfléchir. En aucun cas, tu te dis, ça fonctionnera un jour. Non, mais je m'inquiète pas, ça fonctionnera. Non, mais on ne sait pas. Peut-être que Dieu viendra m'aider. Personne ne viendra t'aider. On appelle cela le fatalisme. Tu dois avoir peur du fatalisme. Tu devrais à tout prix te dire que personne ne viendra m'aider et encore moins Dieu. Ça, c'est ce que je voulais dire pour le déni. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? J'ai écrit la discipline. Alors la discipline, on en a parlé. En tout cas, la discipline, c'est quelque chose d'important. Donc si tu as des problèmes de discipline, c'est que peut-être que tu n'as pas eu un choc émotionnel dans ta vie un choc émotionnel qui t'a permis d'entreprendre. Ton choc émotionnel n'a pas été si profond que ça. Parce que je répète encore, les personnes qui ont un véritable choc émotionnel, elles, la discipline, elles en ont pas besoin. Elles se sont tellement fixées cet objectif de réussir que la discipline, c'est quelque chose qui, en réalité, concerne les personnes qui sont en manque de motivation dans leur vie, qui sont vraiment perdues dans leur vie. Mais en tout cas, si tu n'as pas eu ce choc émotionnel et qu'au bout d'un moment, tu te dis, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire des choses. Parce que je vois des personnes derrière qui font des choses et cela m'intéresse et que j'aimerais peut-être changer ma vie de cette manière-là. Pour, en tout cas, avoir une bonne discipline, il faut mettre des petites actions en place. Aller au sport tous les jours, couper la musique, couper le divertissement, couper tout ceci, le faire petit à petit, le mettre en place pour, au final, développer une bonne discipline. Et encore une fois, la discipline est quelque chose qui est très lié au déni, à la peur et à l'humilité. Tu dois déjà, dans un premier temps, te rendre compte de qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Écouter de la musique, c'est quelque chose de très mauvais. Regarder un match de football, c'est quelque chose de très mauvais. Aller sur YouTube, se divertir, c'est quelque chose de très mauvais. Aller sur le hub, ne serait-ce qu'une semaine une fois par semaine, une fois par mois, est quelque chose de très mauvais. Aller sur TikTok, ne serait-ce que 10 minutes par jour, est quelque chose de trop mauvais. Donc tu pourrais peut-être le faire, fais-le. Mais dis-toi qu'à la fin de ton action, dis-toi toujours que ce que j'ai fait là peut avoir des conséquences néfastes dans mon entreprise, peut avoir des conséquences néfastes dans tout ce que j'entreprends. Donc c'est ces petites actions du quotidien qui, on ne le voit pas là à l'instant T, mais ces petites actions du quotidien peuvent, au bout d'un moment, nous détruire, peuvent, au bout d'un moment, impacter notre compétitivité en tout cas, impacter notre efficacité, impacter notre efficience. Voilà. Donc, très important. La discipline, c'est si tu as, en tout cas, tu as des problèmes de discipline, déjà de 1, awareness, savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. De 2, mettre de petites actions en place. Ne pas commencer avec de grosses actions, c'est-à-dire, bon, écoute, j'ai des problèmes de discipline, je vais aller courir à 10 km tous les jours. Je te promets qu'au bout de 3 jours, tu vas arrêter de courir ton 10 km. L'organisme humain est de nature paresseuse, c'est-à-dire que l'organisme humain met toujours des actions en place de telle sorte qu'il a dépensé le moins d'énergie. Et ça, il faut le comprendre. Donc, je me répète encore avec ce qui est de comprendre les choses, comprendre son profil, comprendre tout ce qui nous entoure. Il faut comprendre l'organisme humain. Donc, commencer avec de grosses actions pour ce qui est de développer sa discipline, ça ne fonctionne pas. Donc, un exemple avec la course, tu commences tous les jours 1 km. 1 km, ça fait quand même un peu efféminé. Hein. Pas 1 km, c'est petit. Commencer tous les jours avec, 3 km, c'est bien. 3 km tous les jours, jusqu'au bout de 29 jours, on passe à 5 km, ainsi de suite. Tout est crescendo, comme ça. Comme ça.
comme ça, comme ça. Voilà. Mais encore une fois, la discipline est quelque chose qui est lié à ton éducation, c'est quelque chose qui est lié au choc émotionnel. Est-ce que tu as eu un choc émotionnel dans ta vie? Tout ceci est lié. Donc, si tu as eu des parents qui t'ont toujours mis dans le confort, eh bien, ça va être compliqué. Il faut te mettre dans l'inconfort d'une certaine manière. Et si tu n'as pas envie de te mettre dans l'inconfort, essaye un minimum de développer des bonnes habitudes. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. J'ai parlé de discipline, comprendre l'époque. J'ai écrit comprendre l'époque. Voilà, alors j'ai écrit comprendre l'époque. À ce niveau-là, ce que je voulais dire, c'était que moi, je prends encore l'exemple que j'ai eu avec l'attention. Encore une fois, ces vidéos, je me répète, mais tout ceci est lié. Toutes les raisons sont intrinsèquement liées. Donc, quand je dis que comprendre l'époque, je parle encore de awareness. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai commencé, moi, avec l'e-commerce en 2018, d'accord, je voyais des personnes qui faisaient moins de chiffre d'affaires que moi, mais qui, d'ailleurs, lançaient très vite un coaching ou bien une formation et qui, au final, faisaient plus d'argent que moi. Moi, j'ai fait 4 millions juste avec de l'e-commerce, c'est-à-dire tester des produits tous les jours, développer des produits. Je voyais des personnes qui, elles, faisaient même pas 20 000 euros de chiffre d'affaires, mais une fois les 20 000 euros de chiffre d'affaires faits, ils allaient directement sur YouTube, ils développaient directement une chaîne Instagram, ils attiraient plein de personnes et d'ailleurs vendaient un modèle un peu plus lucratif, la formation. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème en soi n'est pas la démarche, le problème en soi, c'est le truc que je n'avais pas compris, c'était l'attention. Je peux aussi prendre l'exemple du numéro 1 qui, lui, derrière, en même temps qu'il développait l'e-commerce, il développait aussi sa chaîne YouTube. Encore une fois, moi, je voyais tout ceci. Et j'étais en mode, non, j'ai pas envie de le faire. Donc, je me répète un peu, hein, mais voilà, je ne voulais pas le faire. Déni. Mais en plus de ça, je ne voulais pas le faire. Alors que je voyais que ça fonctionnait parfaitement. Et le mec est devenu numéro 1 parce qu'il avait compris quelque chose avant nous. Il avait compris avant tout le monde que l'attention était aujourd'hui le nerf de la guerre. L'attention aujourd'hui était quelque chose d'important. Il fallait à tout prix avoir de l'attention, car avec l'attention, tu développes une communauté, tu développes un nouveau modèle économique qui, en tout cas, te permettra d'être loin de la précarité. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Donc aujourd'hui, comprendre l'époque, c'est développer une forme d'attention, d'accord? Il y a un entrepreneur qui en parlait et qui nous parlait de 3 modèles économiques qui ont permis à des personnes d'être très riches. Avant le modèle industriel, ensuite le modèle scolaire avec la bulle d'Internet, et aujourd'hui c'est le modèle avec l'attention. Je ne sais pas, là je divague un peu, mais il disait que, les amis, il était important de comprendre le modèle qui nous entoure pour faire de l'argent le plus rapidement possible. Et à ce niveau-là, on parle aussi de tendance. Quand je parle de tendance, c'est que tu peux aujourd'hui être un très bon entrepreneur qui est dans un marché assez saturé ou bien assez compétitif ou bien avec des clients assez réticents. Mais toi, malgré tout ceci, tu as plein de compétences, tu comprends plein de choses. En soi, tu es peut-être un bon entrepreneur. Et tu peux avoir comme concurrent un mec qui fait à peu près la même chose que toi, mais qui a suivi une tendance, qui a moins de compétences que toi et qui, en même temps, derrière, a des clients un peu plus faciles à convaincre. Eh bien, ce mec va faire plus d'argent que toi qui a plus de compétences. Donc là c'est le truc de comprendre les tendances. Donc, comprendre l'époque, comprendre les tendances est quelque chose d'important à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un modèle d'attention. Ça, il faut le comprendre. Peut-être que tu n'as pas envie de montrer ton visage, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ton business, il faut que tu mettes en place quelque chose qui tourne autour de l'attention. Je peux prendre l'exemple, je ne sais pas moi, de la restauration. Si tu as un business de restauration, ok, c'est un truc traditionnel. Tu n'as peut-être pas envie de montrer ton visage. Mais il faut que tu trouves un modèle pour attirer le maximum d'attention. Est-ce que tu as peut-être ton cuisinier qui pourrait le faire? Est-ce que tu as peut-être un influenceur qui pourrait le faire? Est-ce que tu as peut-être quelqu'un dans tes équipes qui est à l'aise avec cela? Générer du contenu, trafic, attention, et faire rêver les gens pour que les gens viennent manger dans ton restaurant. On peut prendre l'exemple, par exemple, du Turc à Dubaï qui, en réalité, vend de la viande et du sel, comme le ferait ta mère, aussi bien, ou bien peut-être toi, mais qui lui fait des millions. Parce qu'il a réussi à générer de l'attention d'une certaine manière, de manière lucrative, de manière divertissante, avec son truc comme ça, là, Nurset. C'est de la viande qu'il vend, mais il fait des millions parce qu'il a réussi à générer cette attention. Donc, comprendre l'époque, aujourd'hui, on est dans une forme d'attention. Si tu ne souhaites pas, toi, personnellement, montrer ton visage, peu importe ton modèle économique, il faut que tu réadaptes ton modèle économique selon l'époque. Aujourd'hui, c'est l'attention, c'est les réseaux sociaux. Peu importe ton business, traditionnel ou pas, il faut que tu mettes en place ceci. Il faut que tu le réadaptes. Aujourd'hui, en Chine, on le voit avec TikTok, Douyin, là-bas, on a des fromagers, on a des gens qui vendent des trucs, on a des artisans qui utilisent TikTok pour vendre leurs produits. Ils font des vidéos promotionnelles divertissantes dans un format TikTok, ça bouge et ainsi de suite. Derrière, après, ils vendent leur fromage, ils vendent leurs produits artisanaux et derrière, font de l'argent. Et TikTok a plusieurs années d'avance sur nous. Le but de TikTok, c'est de devenir le TikTok chinois, c'est-à-dire une grande plateforme d'e-commerce. TikTok
TikTok, c'est un danger, hein, TikTok pour les Américains. TikTok va taper le business de YouTube, il va taper le business de Google parce que YouTube, TikTok essaie de faire vidéos plus longues. TikTok, on est en train de se rendre compte que les gens cherchent leur information maintenant sur la barre de recherche TikTok et non plus sur Google. Et en plus de ça, TikTok veut mettre un truc de shopping. Il va taper, il va essayer d'atteindre aussi le business d'Amazon. Et en plus de ça, il est aussi en train de taper le business de Facebook Meta, parce que maintenant, ici, de la publicité. TikTok, c'est un truc très dangereux. Mais ça, il faut le comprendre l'époque. Et c'est exactement pareil avec ce que j'ai parlé, les tendances. C'est-à-dire les tendances, quand je parle des tendances, tu n'as peut-être pas besoin à chaque fois de changer de business, mais tu peux réadapter ton business selon la tendance. Si tu vends un produit à étiquette, et qu'aujourd'hui, la tendance, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle, essaye de trouver un modèle dans ton produit où tu peux intégrer l'intelligence artificielle et en faire du marketing. Donc, toujours comprendre l'époque, comprendre les tendances, comprendre l'environnement, comprendre ce qui se passe autour de nous. Je peux te donner encore un autre exemple. Tu regardes les grands youtubeurs sur Internet. Pas les youtubeurs, mais des personnes qui développent leur chaîne YouTube. À leur début, c'est des personnes compétentes qui parlent de ce dont ils sont bons, qui ne va peut-être pas faire forcément de vues, mais lorsqu'ils réadaptent leur contenu en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui se dit, là, tu vois leur chaîne YouTube qui explose d'un coup. Par exemple, l'exemple de personnes qui ont des doctorats, qui font beaucoup de sciences. Au début, ils créent leur chaîne YouTube en train de parler des mathématiques, ainsi de suite, ou je ne sais quoi. Ça fait des vues vite fait. Lorsqu'ils réussissent à retravailler leur modèle intrinsèquement lié à l'actualité, ça fonctionne. Prenons l'exemple, je sais pas moi, de la géopolitique. Au lieu de faire un cours de géopolitique standard que tu postes sur YouTube, par exemple, si le mec il te parle plutôt de géopolitique en mettant plutôt en avant la situation entre Macron et Poutine, eh ben, c'est quelque chose qui va plutôt fonctionner et il fera des vues. Il aura capté l'attention qu'il souhaite capter. D'accord ? Donc, là, je suis allé un peu loin. Encore une fois, cette vidéo n'est absolument pas préparée. Mais lorsque je dis comprendre l'époque, comprendre les tendances, toujours se réadapter à ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, dans le monde, il sera toujours plus facile pour toi derrière d'exploser si tu es vraiment quelqu'un de compétent. D'accord ? Donc, mettre son fierté de côté, mettre son arrogance de côté, être un minimum humble et derrière éviter le déni, vaincre ses peurs, être un minimum humble, être pragmatique, savoir analyser la chose, faire une rétrospection sur soi-même, sur ses équipes, sur la marge, sur son business, le choix de son business, ses marges, comprendre l'époque et réadapter rapidement. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Ensuite, j'ai parlé de quoi ? J'ai parlé du focus. Ah, le focus. Donc aussi une autre raison, le focus, bon, c'est un peu lié à la discipline. Hein. Mais en fait, je voulais parler de quelque chose par rapport au focus. Je voulais peut-être parler, par exemple, de la musique. La musique est quelque chose de très, 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 très dangereux. On a souvent l'impression, quand peut-être on a l'arrogance de se dire que le rap, c'est quelque chose de stupide, ou bien la musique de Angèle, c'est quelque chose de stupide, ou bien c'est pas la musique assez intellectuelle, ainsi de suite. Moi, j'écoute de la musique un peu mieux, j'écoute de la musique classique, j'écoute des choses, j'écoute voilà, des trucs un peu plus réfléchis. Peu importe la musique que tu écoutes, ceci impacte en quelque sorte ta capacité de concentration. Autant la lecture est quelque chose de très bien pour ta capacité de concentration parce que tu muscles ton cerveau est l'organe le plus important du corps. Un cerveau bien entretenu est une meilleure vie, intrinsèquement parlant. Autant la lecture est quelque chose de bien, autant la musique est quelque chose de très dangereux que tu écoutes, peu importe le type de musique que tu écoutes. Cela impacte intrinsèquement, indirectement, ou bien je ne sais pas comment le dire, mais cela impacte ta capacité de concentration que tu auras besoin toi derrière pour développer ton business, le pérenniser et faire quelque chose d'intéressant. Donc il y a des choses auxquelles il faut faire très attention car le cerveau est l'organe le plus vulnérable du corps. Faire très attention à ce qui entre dans notre cerveau. Très, très attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on consomme. Très, très intéressant. Donc, quand je parle de focus et le divertissement, moi, déjà de 1, la musique, faut couper. Peu importe la musique, coupe. Si tu as envie de prendre une pause, tu as envie de t'évader, hop, tu coupes tout, tu restes dans le silence. Soit tu lis un livre, soit tu restes dans le silence le plus total. Tu laisses ton cerveau tranquille. Tu le laisses réfléchir, tu le laisses souffler, tu le laisses capter le maximum d'oxygène pour que cela se transforme en dioxyde de carbone. Mais en tout cas, tu le laisses réfléchir. Ne le sature pas avec de la musique, avec du scroll TikTok, avec du divertissement, même du divertissement soi-disant intellectuel comme une vidéo, je sais pas moi, de géopolitique. Tout ceci, c'est du divertissement. La géopolitique est du divertissement. Ce qui se passe dans le monde est du divertissement. Même les choses
qui pourront te faire croire que tu es une personne un minimum intelligente parce que toi, tu ne regardes pas les TikTok complètement stupides, ce n'est pas bien pour ton cerveau, ce n'est pas bien pour ta capacité à arriver à tes fins pour ce qui est de l'aisance financière. Tout ceci n'est pas bien. Protège ton cerveau à tout prix. À tout prix. Ne consomme rien de divertissement. Bon, j'abuse peut-être un peu. Prends-toi un dimanche, regarde des choses peut-être pour te divertir, parce qu'on a besoin de divertissement, ça reste quand même quelque chose d'important. C'est peut-être pour ça que les personnes qui savent divertir font de l'argent, ok? Bon, voilà. Mais en tout cas, il faut en tout cas que tu le saches. La musique, c'est quelque chose de dangereux. Divertissement quelconque est quelque chose de dangereux. Regardez une vidéo je sais pas moi, il y a quel intellectuel qu'on voit là sur Internet, de Idriss Aberkan, c'est bien, mais c'est dangereux. Quoi d'autre? Le foot, c'est quelque chose de dangereux. Tout ce qui peut atteindre ton focus est quelque chose de dangereux. Allez lire. Lis. Lis. Voilà. Le monde avant était bien. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens, ils voulaient s'informer, ils lisaient les journaux. Bah, c'était bien. Ok, ça reste du divertissement, mais ton cerveau, tu le muscles un minimum. C'était bien. Après, bon, lire, pas trop non plus abuser, parce que lire, ça reste lent, rapidité, business, ok, d'accord. Mais si tu veux divertir, lis. Lis. Voilà. Donc, le focus, très important. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? La simplicité des choses. La simplicité des choses. Bon, la simplicité des choses, on en revient encore à la rapidité. Tout ce que tu entreprends, fais-le de manière très simple. Lorsque tu lances un site internet, fais-le simple. Lorsque tu veux convaincre quelque chose, fais-le simple. Lorsque tu veux closer quelqu'un, dis juste les mots à dire. Lorsque tu veux closer quelqu'un, n'essaie pas de parler plus que cette personne. Lorsque tu veux, décorer une maison, décore cette maison simplement. Tout ce que tu dois faire doit être droit au but, simple, pragmatique. Plus les choses que tu fais sont simples, et plus tu es rapide, et plus tu peux corriger rapidement ce qui ne va pas, et plus vite. Alors, il y a beaucoup de fautes d'orthographe là, ce que je viens de dire là. Et plus vite tu arriveras à ton aisance financière, à ton objectif désiré. Peu importe, même si c'est pas l'argent, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, d'accord. On en revient encore à ce que j'ai dit par rapport au cerveau. Ton cerveau est un organe très très vulnérable, d'accord? Que tu le veuilles ou non, tous les êtres humains de ce monde sont des moutons. On a tous besoin de se référencer à quelqu'un, on a tous besoin de l'avis de quelqu'un. Tout ce que je suis en train de te dire, je le recrache de personnes qui m'ont convaincu. Ça a été toujours comme ça. Donc le cerveau, que tu le veuilles ou non, est quelque chose de vulnérable. Le cerveau est quelque chose qui emmagasine tous les jours. Donc quand je dis faire les choses simples, c'est tout ce que tu fais entrer dans ton cerveau, fais-le de manière simple, sans que ton cerveau n'ait à trop chauffer. D'accord. Donc il faut faire les choses dans une simplicité. Il faut optimiser pour le pragmatisme, optimiser pour le droit au but, optimiser pour je ne sais quoi. Faire les choses simples. Donc ça, c'est pas très très réfléchi, c'est pas très très poussé ce que je viens de dire là, mais bon. Après, j'écris manque de vécu, rien à raconter. Donc ça, c'est un truc qui me tient à cœur, dont je voulais parler. C'était le manque de vécu, rien à raconter. Et à ce niveau-là, je voulais parler aux personnes qui entreprennent des choses, mais qui ont moins de 35 ans. Moins de 35 ans. Qu'est-ce que tu stresses dans la vie? Moi, j'ai 29 ans là. Mais qu'est-ce que tu stresses dans la vie si tu as moins de 35 ans, si tu n'es pas arrivé à tes fins? Déjà, première chose, mon ami, si tu vois des gens sur Internet qui te disent « je suis devenu riche en 1 année, 2 années », c'est du mensonge. Ils te mentent. Ils te mentent. L'aisance financière prend grand minimum 6 ans. Il faut comprendre que l'aisance financière se fait en 3 étapes. La première étape, c'est le choc émotionnel. Il y a un premier travail psychologique. Tu es dans le déni, tu as peur, tu essaies de te mentir à toi-même, ton cerveau essaye de te rassurer. Tout ceci peut prendre des mois, voire des années. D'accord? Deuxième chose, tu mets en place des actions. Et ces premières actions vont être dégueulasses. Tu vas quand même les mettre en place. Et en les mettant en place, je te le garantis, les bonnes actions que tu auras mis en place ne vont pas se faire en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Minimum 6 mois, 1 an. Et encore, je suis gentil. Donc, deuxième étape, tu commences à mettre en place les premières actions. Et en mettant en place les premières actions, tu développes une capacité de remise en question, rapide. Je dois me remettre en question de manière rapide et effective et je corrige le tir derrière rapidement. D'accord? Et après, la troisième étape, c'est l'étape où on commence à voir les premiers résultats. Mais lorsque tu commences à voir les premiers résultats, ça fait comme ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Tout ceci prend minimum 6 ans. Tout ceci prend minimum 6 ans. Donc lorsque tu vois quelqu'un te dire « je suis devenu riche en 1 an », le 1 an, c'est la troisième étape. Mais la deuxième étape et la première étape, c'est plusieurs années.
Donc, il n'y a pas à stresser. Faire attention à ce qu'on voit sur l'Internet. Le monde n'a pas changé. Quand on voit maintenant sur YouTube des gens qui te disent « je suis devenu riche très rapidement », c'est du bullshit. Il faut savoir que déjà de 1, la moyenne des millionnaires dans ce monde est de 57 ans. 57 ans. On a, dans les millionnaires, on a un très faible pourcentage qui sont sur l'Internet. Peut-être, je ne sais pas moi, 10%. Et en tout cas, pour les personnes qui sont sur l'Internet, moins de 1% font de l'argent. Donc, il ne faut pas stresser à ce niveau-là. Le monde n'a pas changé. Voir des gens qui te disent « je fais de l'argent sur Internet », c'est pas si vrai que ça. Donc, quand je te dis tout ça, j'essaie de te faire comprendre qu'il faut croire au process. Être riche rapidement, ça n'existe pas. Il faut croire au process. Si tu as moins de 35 ans, il n'y a pas à paniquer. Et là, à ce niveau-là, ce que je voulais te dire, c'est que si tu veux arriver derrière à dire comment faire de l'argent, ainsi de suite, sans aucun backup, sans aucun vécu, sans aucune expérience, ce sera toujours plus difficile pour toi de faire de l'argent. Parce qu'il faut comprendre une chose, les gens n'achètent pas forcément via tes compétences. Parce que ce monde-là est mort. Ce monde-là est terminé. Le monde de la compétence est terminé. Parce que même dans les entreprises de nos jours, il y a cette politique de la bien-pensance. Lorsque tu donnes ton avis et qu'en entreprise, on entend que tu as donné ton avis, c'est mal vu. Le monde de la compétence est terminé. Maintenant, c'est le monde de la personnalité. D'accord. Et en tout cas, peu importe, personnalité ou compétence, la plupart du temps, les gens achètent parce qu'ils apprécient la personne que tu es. Si Donald Trump est une personne aussi bien vue aux États-Unis, c'est parce que cette personne, on s'est rendu compte que cette personne n'était pas parfaite. Cette personne a des problèmes comme tout le monde. Il aime peut-être un peu trop les femmes, je ne sais pas. Et c'est pas le gentil garçon tout parfait qui en réalité fait chier tout le monde, quoi. Voilà. Donc, ce que j'essaie de te dire derrière, c'est que il faut que tu vives des choses. Ne viens pas au grand public dire comment faire de l'argent en 30 jours alors que derrière, tu n'as pas vécu grand-chose. Les gens vont le détecter. Qui es-tu, monsieur? Qu'as-tu fait avant? C'est ce qu'on va chercher à savoir. D'accord? Si tu regardes le marché occidental, peu importe le marché chinois, français, anglais, américain, toutes ces personnes que tu vois sur Internet, le numéro 1, c'est pas le mec de 20 ans, c'est pas le mec de 25 ans, c'est pas le mec de 28 ans, c'est pas le mec de 30 ans. C'est tous des mecs qui ont plus de 30 ans parce qu'ils ont vécu des choses. Ayant vécu ces choses, lorsqu'ils viennent après sur Internet raconter tout ce qu'ils ont vécu, c'est plus facile pour eux de vendre des choses. Si Andrew Tate, cet Américain, qui je suis sûr n'a pas énormément... Alors, bon, je ne vais pas non plus trop m'avancer, d'accord? Il a beaucoup de compétences, il sait faire de la vente, il sait convaincre, mais on va dire des compétences techniques. Ce mec qui n'a pas forcément toutes ses compétences techniques, ce mec qui ne sait peut-être pas forcément faire monter une vidéo, il vient, il arrive, il s'assoit sur une vidéo, il s'habille bien, il raconte des choses, il raconte son expertise, son vécu, son histoire, il essaie de convaincre des personnes et les gens achètent. Les gens ne cherchent pas à savoir si Andrew Tate, c'est faire une page de vente, c'est faire une vaisselle, c'est monter une vidéo. On n'a rien à foutre. Il a un vécu. Et c'est inspirant. Le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est d'inspirer les gens. Le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est de faire en sorte que les gens se sentent intimement liés à toi. Ils se retrouvent en toi, ils peuvent s'inspirer de toi. Mais pour ce faire, il faut que tu aies vécu des choses. Il faut que tu aies des choses à raconter. Si le dessin animé Père Castor est un dessin animé qui fonctionne si bien, c'est parce que ce dessin animé raconte des choses et le cerveau humain est stimulé par le racontard. Le racontard par le storytelling. D'accord? Donc, il ne faut pas t'alarmer lorsque tu arrives à un certain âge, qui est moins de 35 ans, et te dire « Ah putain, il faut vite que j'aille dire sur Internet que je fais de l'argent pour dire que j'ai fait de l'argent et essayer de convaincre des personnes. » Parce qu'au bout d'un moment, tu vas te faire attraper par tout ceci. D'accord? Ce que j'essaie de dire plutôt, c'est que manque de vécu, rien à raconter. Essaye, crois au process. Prends ton temps. Et quand je dis prends ton temps, je ne veux pas dire prends ton temps, allez, j'ai tout 10 ans à l'avance. Non, quand tu fais ça, sois rapide, d'accord? Mais quand je dis prends ton temps, comprends que je dois passer par certaines actions qui ne vont peut-être pas me rapporter de l'argent maintenant, pour que derrière, le jour J, je fasse tout l'argent, toute la manne financière que je souhaitais faire dès le début. D'accord? Donc, fais des choses, vis des choses, casse-toi la gueule, il y a un process et à un moment donné, tout ceci va payer. On voit beaucoup actuellement sur YouTube des vidéos sur l'optimisation. Oh là là, ça me rend fou. Des vidéos de personnes justement qui n'ont absolument rien vécu. Et quand je parle de ça, je veux dire par là. Je vois beaucoup ça chez les Américains. Des vidéos du genre, alors pour optimiser une chaîne YouTube, il y a le watch time. Le watch time, il faut que tu essayes de stimuler la personne de cette manière. Ensuite, au bout d'un moment dans cette vidéo, tu parles de ça. Après, il faut que tu fasses un montage de cette manière. Après, il y a cette stratégie que tu peux mettre en place sur YouTube. Tout ceci
Tu es en train de le dire indirectement aux personnes que tu n'as aucune expérience, aucun vécu. Tu n'as rien à raconter tout simplement. Tout simplement. Ces choses-là, tu les mets en place lorsque tu as développé une chaîne YouTube, plus tard, lorsque tu optimises ta chaîne YouTube. Mais peut-être que je m'exprime mal, mais quand tu prends l'exemple des entrepreneurs de plus de 35 ans, là, Hormozy, Tate, les mecs, quand ils commencent une chaîne YouTube, ils sont pas au courant de tout ça. Ils viennent, ils ont une expertise, ils ont des choses à raconter, ils ont un vécu qui intéresse les gens. Ils font des vidéos sans montage, avec des caméras dégoûtantes, plein de choses. Et dès qu'ils lancent leur chaîne, ça commence à monter. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pourtant, le watch time, ils connaissent pas le watch time, ils connaissent pas les trucs de je ne sais quoi, de geeks sur YouTube. Et ça fonctionne. Parce qu'ils ont des choses à raconter. Et au bout d'un moment, quand voilà, ça commence à monter, à ce moment-là, tu optimises. Tu regardes la chaîne YouTube de Hormozy, tu regardes sur les 2 dernières années d'Hormozy, c'est ça. Durant une année, le mec, il est là, il donne de la valeur, partage, il raconte ce qu'il a vécu, d'accord? Les gens écoutent, ça intéresse les gens. Et après, au bout d'un moment, bon, oui, il faut optimiser. Bien sûr, il faut optimiser parce que parce que là, on passe au truc professionnel. C'est normal, c'est la normalité des choses dans l'avancement d'un projet, d'accord? Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que, voilà, venir après sur Internet, venir après nous dire j'ai gagné de l'argent de cette manière-là, alors que tu n'as pas vécu grand-chose, souvent ça te porte préjudice. Donc il faut croire au process. Quand je dis croire au process, c'est comprendre que souvent, quand tu fais le 1 million d'euros en une année, c'est parce que les années d'avant, tu t'es cassé la gueule plusieurs fois, tu as développé des compétences, tu as développé un sens sur savoir quand ceci ne va pas, quand est-ce que je dois vite corriger le tir, là il y a du déni, là il y a de la peur, là je deviens arrogant, là ça ne va pas, là je ne flaire pas bien la chose, là je sais comment communiquer avec mes équipes, tout ceci. Donc le million d'euros en une année, ça vient de tout cela. On voit aujourd'hui Nvidia, la valorisation boursière qu'ils ont fait en quelques mois est la même qu'ils ont fait en 30 ans. Ils n'auraient jamais fait cette valorisation boursière actuelle s'ils n'étaient pas passés par ces 30 ans de process. Tu vois les vidéos du mec qui a créé Nvidia, il en parle. Il en parle dans ses débuts. Donc c'est le process. Arriver au 1 million en une année, en réalité, c'est avoir une véritable courbe d'entrepreneur comme ça. Oups. Voilà, c'est pas j'arrive, bam, c'est pas comme ça n'existe pas. Et donc quand je dis que le monde n'a pas changé, d'accord, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs sur Internet nous dire je suis devenu millionnaire en une année, c'est faux. Le monde n'a pas changé. Tu ne deviendras pas riche rapidement. La moyenne d'âge des millionnaires de ce monde est de 57 ans. Je ne sais même pas s'il y a 10% des millionnaires de... Ah, voilà, je me souviens de la statistique. La moyenne d'âge des millionnaires est de 57 ans. Moins de 10% des millionnaires ont plus de 30 ans. Et il faut que tu saches sur Internet que moins de 1% des millionnaires, moins de 1% des gens sur Internet font de l'argent. Donc, mets ceci dans ta tête. Dis-toi qu'il faut croire au process, que devenir riche en une année, ça n'existe pas. Il y a tout un process à mettre en place. Il y a tout un apprentissage à mettre en place. Il y a toutes des compétences socio-économiques à développer avant d'arriver à « je suis devenu millionnaire en une année ». Voilà. Donc ça, je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai encore ici dans ma liste? Donc, trop réfléchir, perfectionnisme, on en a parlé. Voilà. Alors là, je voulais parler de quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui c'est un des problèmes que j'ai. Et malheureusement, je ne sais pas, je ne pourrais pas peut-être t'apporter de solution à ce niveau-là parce que cela dépend de la personnalité de quelqu'un, mais je veux quand même t'apporter ma réflexion et quand même se dire dans le fond que il faut à tout prix essayer de réfléchir de cette manière-là. J'ai écrit « L'argent n'a jamais été un moteur dans ma vie. Est-ce un problème ?» Moi, oui. Je t'explique. Quand je te disais que, alors moi en début de vidéo, j'ai dit que voilà, mon père me parlait beaucoup de faire de l'argent, aller à l'école, avoir le plus de diplômes. Je n'entrais pas en résonance avec ce discours-là. Il faut savoir que moi, l'argent n'a jamais été un stimulant pour moi. Ma première année, deuxième, troisième, 4 ans, mes 5 ans, mes 10 ans, mes 15 ans, mes 19 ans, mes 20 ans, mes 21 ans, l'argent n'a jamais été quelque chose qui me stimulait. J'ai cependant eu un choc émotionnel, c'est-à-dire vivre dans une situation très précaire à la fac parce que mes parents ne m'ont pas aidé, d'accord? Je me suis retrouvé dans une situation où il fallait à tout prix que je gagne de l'argent parce que je mettais dans la merde de tout le monde, mes colocs et j'en passe. Je me suis retrouvé dans ces situations où je me suis juré à tout prix de gagner de l'argent dès maintenant. À cause de ce choc émotionnel et parce que j'avais quand même d'assez bonnes habitudes, parce que j'ai vu mon père faire des choses, j'ai toujours eu un environnement autour de moi lié indirectement à la discipline,
donc surtout mon père, je n'ai pas eu de problème, moi, le jour où j'ai décidé de faire de l'argent, de mettre toutes les actions en place pour essayer d'arriver à mes fins. Je ne suis pas encore arrivé à mes fins, d'accord? Moi, j'aimerais quand même avoir un 8 chiffres, 9 chiffres dans mon compte en banque. Je ne les ai pas encore, mais je sais qu'un jour, j'y arriverai. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que l'argent n'a jamais été un stimulant pour moi. Et je pense que ceci est un problème. Parce que il y a des fois, lorsque tu entreprends, il faut avoir une sorte comment dire ça, de froideur vis-à-vis de l'argent. Il faut avoir une sorte de réflexion froide, se dire que tout ce qui est autour, la morale, tout ce qui est autour, la manipulation est quelque chose qui ne compte pas, et juste garder l'objectif, faire de l'argent. Il faut avoir une sorte de mentalité arriviste. Si tu n'as pas ceci, ça va être très compliqué. Pourquoi? Je m'explique. Parce que, mine de rien, le marketing, il faut que tu fasses du marketing pour faire de l'argent, et le marketing, c'est beaucoup de manipulation et c'est beaucoup de morale, de non-morale. Il y a le numéro 1 qu'on voit en dropshipping e-commerce, qui, chaque année, chaque 3 mois, va te faire une vidéo qui va passer dans les publicités, Facebook et Instagram. Je vais te montrer le nouveau business qui a permis à des personnes de devenir millionnaires en quelques années, qui a permis à des personnes de devenir millionnaires en une année, le nouveau business en 2024 qui va changer ta vie. Mais il se fout de la gueule de qui? Je ne sais pas. Le nouveau business qui va changer ta vie. Il est en train de te parler d'e-commerce et de dropshipping, d'accord? Qui, depuis 2019, 2020, 2021, est quelque chose qui est très compliqué à faire si tu veux faire de l'argent. Et lui, chaque 3 mois, il est en train de te dire « Je vais te montrer le nouveau business qui va changer ta vie ». Il n'y a aucune morale derrière. Il te fait rêver. À la limite, il te ment, il te manipule, on est d'accord. Eh bien, malheureusement, il faut que tu aies, en tout cas, ce recul, lorsque tu décides d'entreprendre, de te dire au bout d'un moment, il faudra passer par là. Parce qu'il faudra marketer son produit. D'accord? Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé parce que je me suis toujours dit « Oh putain, mais c'est mentir. Oh putain, mais c'est pas honnête. Oh putain, mais c'est quoi, il enjolive la chose. C'est pas forcément bien. » Mais au final, quand tu vois la chose, c'est du marketing. Et donc, du coup, dans le business, malheureusement, l'éthique est quelque chose qui ne compte pas. La morale et l'éthique est quelque chose qui ne compte pas. La manipulation est quelque chose d'important. Enjoliver la chose, faire rêver l'être humain, t'es obligé de mettre en place tout ceci pour arriver à tes fins. C'est la guerre. C'est la guerre. Voilà. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Et au final, je comprends que je dois passer par là si je veux arriver à mes fins. Je dois enjoliver les choses. Je dois dire ce que le mec veut entendre. Le marché a toujours raison. Il faut toujours donner au marché ce qu'il souhaite. Il faut le faire rêver. Il faut le faire baver. Il faut faire tout ceci. Et malheureusement, en faisant tout ceci, il y a des moments où tu vas mentir. Il y a des moments où ça va pas être honnête. Il y a des moments où ce sera pas exact. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire quand je disais que l'argent n'a jamais été un moteur dans ma vie. C'est que l'argent n'a jamais été un moteur dans ma vie. Eh bien, l'argent n'a jamais été un moteur dans ma vie. Ça a été en mode, j'ai envie de faire de l'argent de manière ultra légale. Et quand je dis légal, alors pas légal, ultra dans la moralité des choses. Mais au bout d'un moment, faire de l'argent dans la moralité des choses, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, un autre exemple, et encore une fois, là, c'est peut-être dur à entendre, mais un autre exemple, dans l'e-commerce, il y a eu beaucoup, l'e-commerce et le dropshipping, il y a eu beaucoup de choses par rapport aux influenceurs Instagram. Tu sais pertinemment que cet influenceur est quelqu'un de pas bien, il fait des choses qui sont pas bien, il fait des choses qui sont peut-être pas très éthiques, mais tu sais aussi en même temps que cet influenceur, si tu travailles avec lui, tu vas faire plus d'argent. Je suis peut-être parti un peu loin à ce niveau-là, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des fois où tu dois fermer les yeux sur certaines choses, lorsque tu entreprends, lorsque tu arrives à tes fins et lorsque tu veux faire de l'argent. Donc à ce niveau-là, c'est très important de le comprendre, c'est que l'argent, même si l'argent n'est pas un moteur lorsque tu entreprends, tu dois en tout cas mettre de côté toute réflexion morale. Quand je parle de morale, je ne parle pas de... Je parle de morale d'enjoliver les choses, du marketing, de la manipulation, d'accord? Tu dois comprendre que tout ceci, tu dois le faire. Tu dois le faire. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Maintenant, je le comprends. Tu dois le faire. Lorsque tu veux vendre un stylo à quelqu'un, tu dois enjoliver la chose. Tu dois le faire rêver. Tu dois peut-être dire des choses inexactes. On parle du marketing. D'accord? Une fois que la personne a acheté ton produit, délivre ton produit. Assure la délivrabilité de ton produit. Mais pour ce qui est de l'acquisition et le marketing, il faut comprendre que la moralité est quelque chose que tu dois mettre de côté. Et moi, c'est quelque chose auquel j'ai eu beaucoup de mal et que je souhaite te partager à ce niveau-là. Ensuite, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, j'ai appris à prendre de bonnes habitudes. C'est ce que j'ai dit. Croire au process, je l'ai dit. La morale, je l'ai dit. Bah voilà. Bah, j'ai tout dit, je crois. Hein.
J'ai tout dit dans ce que je voulais dire. Alors oui, la vidéo, je suis pas allé en profondeur sur tu es pauvre peut-être, ou bien je suis pauvre peut-être parce que je n'avais pas développé des compétences en vente, des trucs comme ça. Mais c'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était parler plus de mindset, c'était plus ça. Donc du coup, je pense avoir dit pas mal de choses. Je voulais aussi dire une autre chose par rapport au déni qui me tenait à cœur. On voit beaucoup de personnes qui sont en train de crier, par exemple. Je prends par exemple le modèle de business OnlyFans et de OnlyFans Management. Il y a beaucoup de personnes qui se rassurent quand ils voient ces mecs, ces managers OnlyFans ou bien ces filles OnlyFans. Il y a beaucoup de personnes qui se rassurent en disant « Ah, c'est pas éthique ce qu'ils font ». C'est pas éthique ce qu'ils font. Donc, en réalité, ils gagnent peut-être plus d'argent, mais ils doivent forcément être tristes. Ils doivent forcément être tristes. Je me rassure en disant ceci. J'entre dans une phase de déni. Quand je parle de déni, je voulais te dire qu'à ce niveau-là, ce n'est absolument pas la mentalité que tu dois développer. Si, en tout cas, tu as une certaine morale, et encore une fois, la morale est quelque chose de très subjectif. Mais si tu as une morale de telle sorte que faire ceci, tu estimes que ce n'est pas moral et que jamais tu ne feras ça, tu dois au moins te dire que, ok, cette personne fait peut-être plus d'argent que moi, mon modèle économique n'est peut-être pas aussi aguicheur que cette personne, qu'est-ce que je peux prendre de ce modèle économique et le rédupliquer dans mon modèle économique? Et là, il y a deux modèles économiques. Il y a la meuf OnlyFans, il y a le manager OnlyFans. Si par exemple, j'arrive, moi je galère dans mon business et que je vois ces deux personnes, alors soit l'un, soit l'autre, faire plus d'argent que moi, je ne peux pas m'arrêter à ce qu'ils font n'est pas éthique. Je devrais plutôt me dire, et là on reparle encore au niveau du déni, donc ça c'est un exemple que je voulais donner, je devrais plutôt me dire, ok, je prends le manager OnlyFans, qu'est-ce qu'il est en train de faire? D'accord? Il manage une personne qui attire de l'attention et qui vend des produits pas chers. Et tout ceci tourne autour de clients faciles à convaincre. Je devrais plutôt me dire ceci. Comment est-ce que je peux rédupliquer cela, c'est-à-dire manager quelqu'un qui attire l'attention et qui vend un produit pas cher auprès de personnes qui achèteront plus facilement? C'est la question que je devrais me poser, plutôt que de me dire « Oh, il fait de l'argent de manière pas éthique. » Non. Et à ce niveau-là, une réponse, tu pourrais te dire, je pourrais manager des personnes qui du coup attirent l'attention pour vendre des produits pas chers. Il y en a des tonnes dans le monde. Des personnes qui, je sais pas, en exemple, des créateurs de contenu pour de la cuisine. On voit des vidéos sur TikTok de personnes qui savent faire des vidéos super divertissantes sur TikTok, comme Nurset par exemple. Nurset, qui nous fait des trucs de sel. Je contacte ces personnes, je leur dis, écoute, ce que tu fais, c'est super bien. On pourrait essayer de monétiser une audience en vendant une petite formation, comment faire une vidéo bien, sexy, ou bien en vendant une petite formation sur comment cuisiner quelque chose de rapide, sans trop se casser la tête. Il y a plein de modèles économiques. Donc, au lieu de rager sur le manager qui gère la meuf OnlyFans, je pourrais plutôt me poser la question de savoir comment est-ce que je pourrais rédupliquer ce modèle dans quelque chose qui concorde avec mon éthique et ma moralité et ma morale. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, si tu rages plutôt sur la meuf OnlyFans et que toi, ça ne te dérange pas de créer du contenu, tu devrais plutôt te dire, OK, cette personne crée du contenu, elle développe une audience et ensuite elle vend des produits pas chers à des personnes qui attirent. Et ben, au lieu de rager, je devrais plutôt me dire, si dans ce cas-là, ça ne me dérange pas de créer du contenu, je devrais plutôt me dire, OK, comment est-ce que moi je peux aussi créer du contenu, excusez-moi, attirer l'attention, vendre quelque chose de pas cher dans l'air du temps à des personnes qui achèteront facilement la chose. Et il y en a plein des exemples. Facile. Souvent, ces personnes, ces meufs OnlyFans, quand tu après derrière analyses leur business, tu vois qu'elles attirent bien l'attention sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch, Twitter, elles ont une stratégie bien détaillée sur chacun des canaux des réseaux sociaux. Voilà. Donc, au lieu de rager, je devrais plutôt me dire ça. Donc, à ce niveau-là, ce que je voulais dire, c'est que le déni est quelque chose d'important. Et c'est la conclusion de cette vidéo, c'est que, en réalité, l'aisance financière, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié au déni. Et quand je parle de déni, c'est toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais de mal. Et ensuite, d'ailleurs, comment est-ce que je peux vite corriger la chose. 1. Ne pas trop réfléchir. 2. Discipline. 3. Choix du business. Scalabilité. 4. Rapidité. 5. Ne pas trop se bourrer le crâne. Mettre en place des actions. C'est bien de lire, c'est bien de comprendre les choses, c'est bien de remplir sa tête, d'avoir une tête bien faite, mais au bout d'un moment, il faudra passer à l'action. Le déni, toujours se remettre en question, toujours vaincre ses peurs, toujours faire face à la vérité, prendre des conseils de personnes
qui n'en ont que faire de notre existence, comprendre l'époque, comprendre les tendances, suivre les tendances, les rédupliquer dans son business. C'est soit je prends un business qui est complètement lié à une tendance, soit j'ai déjà un business et je vais essayer de rédupliquer cette tendance, de m'accaparer cette tendance dans mon business. Le focus, faire très attention au focus. La musique est quelque chose qui peut détruire ta vie. Le divertissement est quelque chose qui peut détruire ta vie. Aller juste sur le hub une fois par mois est quelque chose qui peut avoir de l'impact dans ta vie. Aller juste sur TikTok 10 minutes par jour est quelque chose qui peut avoir un impact dans ta vie. Être simple dans tout ce que l'on fait. Pragmatisme, droit au but. Toujours dire ce qu'il faut dire, pas plus. Si tu closes quelqu'un dans la vente, au moment où la personne te dit « Ok, j'achète », ne plus ajouter quoi que ce soit derrière. Plus rien. Ok, j'achète. Ok, je vous envoie le lien Stripe. Le marché a toujours raison. Si toi, tu as une formule magique pour aider un marché, si le marché n'est pas au courant de cette formule magique et que le marché veut autre chose, tu auras beau dire au marché « J'ai la formule magique pour vous aider », le marché n'en aura que faire. Donc à ce niveau-là, ce que je voulais dire, c'est que toujours donner au marché ce qu'il veut pour qu'une fois client, tu leur donnes ce dont ils ont véritablement besoin. Ensuite, manque de vécu, rien à raconter. Donc croire au process. Croire au process, c'est-à-dire ne pas s'empresser. Si tu n'as pas encore 35 ans, ça va. Vis des choses, casse-toi la gueule, fais peut-être des business qui vont te permettre de développer tes compétences. Au bout d'un moment, tu seras à un niveau, tu auras un profil d'entrepreneur qui te permettra de faire 1 million par semaine, 1 million par mois, 1 million par an. Très important. Le perfectionnisme, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'entrepreneuriat. Il faut avoir un minimum d'avidité vis-à-vis de l'argent. Il faut comprendre que la manipulation, le marketing, ce n'est pas quelque chose de démoniaque. D'accord ? Pour ce qui est de l'acquisition, tu dois mettre tout ceci de côté, te dire « Ah, j'ai pas envie de faire ceci parce que… » Non, tu prends ce qui marche, tu le rédupliques sans te reposer des questions. Et une fois ton prospect devenu client, à ce niveau-là, mets toute ta morale en jeu, délivre ton produit.